La réponse de Bamako à Alger, c'est le sujet qui va essentiellement occuper nos regards ce soir. Pour en parler, nos invités, ils sont quatre. Le premier, Monsieur Abdallah Yattara, il est du parti Yelema. Monsieur Yattara, merci d'être là. Bonsoir Baro, bonsoir les co-débatteurs et bonsoir les téléspectateurs sur Renouveau TV. Deuxième invité, Monsieur Elijah Debla, il est analyste politique. Monsieur Debla, merci d'être là. Je vous en prie, merci de m'avoir invité. Troisième invité, Chakmar Soumano, coordinateur du Baromètre, président de l'Organisation des jeunes patrons du Mali. Soumano, merci d'être là. Bonsoir Barou, bonsoir aux téléspectateurs du Mali et particulièrement de ceux des États-Unis, de laquelle on vient parce qu'on vient de remettre des distinctions. Et je dis bon débat aux autres co-débatteurs. Quatrième invité, Bagui Diarra, il est analyste politique. Monsieur Diarra, merci d'être là. Merci M. Sidibé et bonsoir à mes co-débatteurs. Bonsoir également aux fidèles de Renouveau TV d'ici et d'ailleurs. Et clin d'œil donc à Soumano qui vient des États-Unis. Peut-être qu'une distinction viendra pour Renouveau. Certainement. En tout cas, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission. Regard croisé avant d'ouvrir les discussions autour de cette réponse au Bamako à Alger. Nous avons appris donc qu'après les JO Paris 2024, le comité olympique national sportif du Mali était monté au créneau pour faire le point de la participation des Olympiens maliens. Les responsables du CNOS ont profité de l'occasion pour donc apporter des éclairages sur le bilan financier de la participation du Mali. Monsieur Yattara, vous avez suivi un peu cette conférence de presse animée par les responsables du comité national olympique et sportif du Mali. Tout de suite, je l'ai suivi à travers sur les réseaux sociaux. Des gros montants quand même ont Effectivement, je crois que les chiffres se contredisent quand même. Oui. Je crois que c'est suite à la demande d'explication adressée par le ministre de la Jeunesse et des Sports au comité national olympique pour faire le point par rapport à la participation malienne au JO de Paris. Je crois que les chiffres se contredisent. Je crois que sur 400 millions, près de 400 millions mandatés, je crois que 400 millions demandés plutôt, 377 millions je crois ont été mandatés. Et sur ces 377 millions, je crois que le comité olympique n'a reçu que 93 millions, je crois. Ouais. Voilà, donc alors que le ministre parlait de 300 millions à justifier. Donc je crois qu'il a été peut-être pris dans son propre piège. Je crois qu'il devrait, à mon avis, d'abord faire une réunion avec son cabinet et surtout avec le financier pour qu'il puisse vraiment lui faire le point de la participation malienne, non seulement par rapport aux résultats, mais aussi par rapport aux dépenses effectuées. Je crois que comme cette transition est spécialiste des gates, je crois qu'après EDM Gate et après plusieurs gates, on maintenant au JO Gate. Okay, voilà, donc on attend maintenant la réponse encore du ministre par rapport à la conférence de presse du comité national olympique. D'accord. Debla, ou cette conférence de presse animée par justement les responsables du comité national qui se disent blanc comme neige en termes de gestion financière. Bon, c'est vraiment malheureux qu'on en arrive là. Tout devient une crise. C'est le ministre. Il aurait pu les appeler effectivement, comme l'a dit M. Yattara. Si moi j'avais été dans son cabinet et que j'avais été mis au courant de cette conférence avec les termes qui ont été ceux du ministre, je lui aurais conseillé de retirer cette déclaration-là dans laquelle il divulgue le montant qu'il aurait attribué et qui demande des comptes. Tout ça aurait pu se faire dans une diplomatie souterraine sans que ça ne fasse l'objet d'un showtime. Maintenant que ça fait l'objet d'un showtime et que le là a été donné par le ministre lui-même, et là il est contredit. Donc on parle de quelque chose de normal. Il y a un ministre qui aurait donné de l'argent. Il veut savoir comment cet argent a été utilisé. Logiquement, l'argent n'a pas été donné devant les chaînes de télé. Et donc, les comptes, à mon avis, ne doivent pas être demandés devant les chaînes de télé. Ça nous aurait évité un énième gate, comme le dit Yattara. J'espère que, de la même manière que le malentendu entre la Fédération malienne de football et les joueurs a été réglé à travers le dialogue qui a été non médiatisé, j'espère que le ministère
et le comité national olympique et sportif arriveront à trouver le juste milieu sans que ça ne crée un énième guette. D'accord. Soumano, nous vous savons très imprégné de cette question. Oui, merci Barou. C'est vrai, j'étais au JO. Je suis resté pendant au moins 2 semaines. J'ai fait une grande activité à Paris où j'ai quand même réuni l'ensemble du monde olympique. J'ai donné des distinctions. Et d'abord, je voudrais remercier ici très sincèrement Monsieur le ministre des Sports pour son accompagnement par rapport à l'activité qui a été menée. Moi, j'ai comme l'impression aujourd'hui qu'on est en train de faire le procès de Monsieur le ministre. Vous savez, dans une situation où il y a beaucoup de flou, je termine. Je dis, quand il y a une situation où il y a beaucoup de flou, oui, où on n'est pas sûr d'avoir tous les éléments, il faut éviter de porter le jugement. Parce que les premières interventions, on a dit, Monsieur le ministre aurait dû, Monsieur le ministre aurait dû. On pouvait aussi faire la même suggestion à l'autre partie. Quand une demande d'explication a été envoyée, quoi de plus normal de mon point de vue, moi, je pouvais aussi dire, on réunit les éléments, on rencontre le ministre. Maintenant, c'est vrai, vous allez réagir. Laissez-moi terminer, monsieur. Oui, vous allez réagir. Parce que pourquoi vous êtes pressé? Allez-y. Donc, pour moi, c'est une situation où tout ce que les gens pensent, il y a encore une carte à jouer. Et moi, je prie qu'on n'aille pas à ça. Imaginez aujourd'hui que le ministère décide d'envoyer un audit. D'envoyer un audit. Le ministre a ses cartes en main. Tout ce qu'on a dit, c'est comment on appelle, c'est des opinions des uns des autres. Mais aujourd'hui, l'État dispose quand même. Il y a quand même un décalage entre la somme promise et la somme décaissée. Il faut que les gens comprennent. Oui. Mandatement, décaissement. Aujourd'hui, qui décaisse? C'est le ministère de l'économie. Donc, quand on dit que le ministre a menti, mais c'est pas, les fonds ne sont pas versés. Cela n'a pas été dit autour de ces plates. Non, je n'ai pas dit. Okay. Bon, excusez-moi, je retire le mot. Voilà. Quand on dit que le ministre donc on dit, moi j'ai vu des commentaires, c'est que le ministre a exagéré, oui, etc. Moi, j'estime qu'il faudrait qu'on apprenne aujourd'hui à jouer à la conciliation. D'entrée de jeu, moi, si j'avais eu la parole d'entrée de jeu, j'aurais dit c'est d'abord un flou. Et que peut-être il faut aller vers des solutions. Vous avez vu aujourd'hui, moi j'ai été parmi les premiers à saluer le professionnalisme de Monsieur le ministre par rapport à la résolution de la crise. Je sais ce qu'il a fait comme travail souterrain. Il a appelé personnellement les joueurs pour leur dire, revenez, c'est une question de nation. Oui, mais pour le moment, on est en train de parler justement de cette question. En fait, pour moi... On va évoquer la question certainement des aigles. Donc moi j'estime que on est dans une situation où les gens ont tendance, parce qu'il y a des mots qui sont sortis, cette tradition est habituée à des guettes, comme si on se plaît à avoir des scandales pour les commenter. Moi, je ne suis pas de cet avis-là. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, nous devrons aller dans une posture de conciliation, dans une posture d'apaisement, mais pas dans une posture d'activer le feu. Aujourd'hui, il n'est pas opportun de porter un jugement de quelque nature ce soir. Parce que jusqu'à preuve du contraire, chacun a sa vérité, mais il y a aussi la vérité. Mais ce qui peut être proche de cette vérité-là, c'est de peut-être éventuellement faire un audit, mais peut-être ça doit être le dernier recours. Et j'ose espérer que les uns et les autres arriveront justement à une entente. Comment vous observez de loin cette situation ? Déjà que je suis de loin, M. Sidibé, et encore que je n'ai pas sincèrement pris connaissance en fait, de cette séquence liée au JO, et notamment cette situation spécifique que vous êtes en train d'écrire là, j'en apprends un peu dans cette discussion-là. Mais je pense que le seul point que je ferai dessus, et c'est un point que j'ai toujours dit ici autour de ce plateau-là, je pense que lorsque la transparence, même pas une transition, mais quand on veut renaître, je pense que le premier cadre à mettre autour de ce qu'on fait comme action publique, c'est véritablement de la transparence. Et je l'ai toujours dit disons ici sur ce plateau, que ça c'est un élément qui a tendance à manquer. Et je comprendrai en ce moment ceux qui disent qu'il y a plus une série de gates. Et une série de gates, je pense que ça fait appel effectivement à cette insuffisance de transparence dès le départ, que le cadre soit clair pour tout le monde, surtout. Et je pense qu'il y a un paradoxe au Mali, moi je le dis chaque fois, lorsque le montant dans une situation prend de l'ascenseur, c'est en ce moment que nous on met de l'obscurité autour de ça, c'est en ce moment que ce n'est pas plus transparent. Alors que plus vous mettez de l'argent,
plus vous l'accompagnez avec la transparence. Et derrière, je pense que le suivi devient plus facile. Donc, comme j'ai dit spécifiquement sur la question, je ne ferai pas assez de commentaires parce que je n'ai pas d'éléments d'information là-dessus pour apporter l'analyse qui peut être... Un dernier mot pour sortir de... Un dernier mot, je vais juste dire que dans cette affaire, rien n'a été inventé. Tout est clair. Les finances publiques sont très claires. Le trésorier du Comité national olympique était à la conférence de presse avec toutes les pièces justificatives. De la demande de fonds de 400 millions au décaissement de 370 millions et à la réception de 93 millions. Il était avec toutes les justificatives. Quoi de plus normal? On n'invente rien, on ne soupçonne rien, on juge seulement les faits. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne sait pas qu'on est en train de tirer à boulet rouge sur le ministre des Sports. Non, c'est tout simplement, nous on commente les faits. C'est au ministre d'apporter la preuve que maintenant, effectivement, il a donné plus que 93 millions. Les 300 millions dont il parle, effectivement, ça a été mis à la disposition du Comité national olympique. C'est à lui d'apporter la preuve de ces charges-là. Voilà, c'est tout. Ok. Est-ce qu'il n'appartient pas effectivement au ministre d'apporter la preuve effectivement que l'argent promis a été effectivement mis à la disposition du Comité olympique? Avant de répondre à ça, je voulais dire à l'ami Soumano qu'il a bien bossé ce qu'il est venu dire. En fait, il n'y a rien ici. Voilà, il n'y a rien ici qui a été dit sur ce plateau-là, qui soit un boulet rouge, qui soit une accusation. Non, je viens. Bon. Il va terminer. Il n'y a rien ici qui a été dit qui soit une accusation sur le ministre. Si on a envie de l'accuser, on est dans un état libre, on le fait. Si on a envie de tirer sur lui encore, heureusement qu'on puisse le faire. Je veux bien que vous étiez au JO, etc., mais ça ne change rien au fait. En fait, les faits ne sont pas un problème, c'est notre interprétation qui est un problème. La vérité, c'est qu'il y a un ministre qui est une personnalité officielle, qui est venu dire sur la place publique qu'il a remis 400 millions. Il a été contredit. Et je dis, le ministre aurait dû faire de la diplomatie souterraine, convoquer le Comité national olympique et sportif, voilà, faites le bilan. Même pas lui, même son directeur de cabinet, n'importe qui. Je dis juste que c'est regrettable que le ministre et le Comité national olympique nous offrent un spectacle. Et j'aurais souhaité que tout ça ne soit pas su. Je n'ai pas accusé. Et encore, si j'avais les preuves, j'accuserais. On est encore, je suis un homme libre. Ça, il faut le dire. Je n'ai pas accusé, donc je voulais juste que M. Soumano rectifie. Il n'y a pas eu d'accusation. Quand on parle de guette... Je termine. Quand Yattara parle de guette... Quand M. Yattara parle de guette... Quand M. Yattara parle de guette... Quand M. Yattara parle de guette... Avant de sortir de ce plateau, je peux vous citer une dizaine de guettes qui ont eu lieu dans cette transition. On n'invente rien. On est entre adultes. Il y a des éléments factuels. Il faut les dire. On parle du Mali. C'est la propriété de personne. On ne peut pas, juste parce que voilà... C'est le ministre, peut-être que vous avez des affinités, qu'on ne va pas parler du football. Et le Mali ne fonctionne pas comme ça, malheureusement. Donc, il n'y a pas eu d'attaque, il n'y a pas eu d'accusation. Il y a des faits. Effectivement, au sein de la transition, il y a eu des guettes. Et des guettes, il a parlé de l'EDM. Il y en a plein. Donc, voilà, je voulais juste... Allez-y, Soumano. Heureusement que vous avez commencé à balbutier en citant un deuxième guette. Ça veut dire que vous êtes dans une posture de dénonciation et ce n'est pas une posture de conciliation. Encore une fois, je n'ai jamais dit que le ministre a été accusé par vous. J'ai dit, j'ai comme l'impression qu'on fait son procès. Et j'assume pleinement ma position. Moi, je défends le ministre, monsieur, et ça, c'est mon droit le plus absolu. Alors, je le sors, je dis. J'ai dit, quand on le dit, on est en train de dire, il aurait dû, c'est lui qui aurait dû. Mais on pouvait aussi dire, l'autre partie aurait dû également. Mais moi, je me mets dans cette posture-là. Moi aussi, j'aurais dit, l'autre partie aurait dû faire cette démarche que vous demandez au ministre de faire. Et vous pensez que ce que vous dites, vous êtes un donneur de leçons. Je suis désolé, on est au Mali, c'est vrai, le Mali n'appartient à personne. Mais ce qui est sûr, ce n'est pas aussi bien qu'on puisse se mettre, c'est facile de se dire, oui, telle affaire. Vous pensez qu'à ce niveau de responsabilité, on va se tromper? Ça va m'étonner fort. S'il a donné des informations, moi je me dis, il y a un service technique qui lui a mis à disposition. C'est pour cela que j'ai dit, la seule chose qui vaille à se plaindre à ce moment, c'est éventuellement un rapport d'audit. Et je ne voudrais pas qu'on arrive à ça. D'accord. Ça, c'est extrêmement important. En ce moment, c'est une opinion qui est neutre et qui n'est pas une opinion partisane. D'accord. Allez-y. Je rappelle juste que le ministre de l'Énergie et de l'Eau était bien placé. Voilà. Mais ces jours-là, je crois que j'étais seul à dire que cette histoire de 59 sites ne tient pas. Cette histoire de double facturation, de triple facturation ne tient pas. Et le rapport du pôle économique et financier m'a donné raison. Si vous permettez, sincèrement,
Mais en fait, je crois que les gens nous connaissent. En fait, vous ne pouvez pas me mettre dans la peau de celui qui est contre quelqu'un. En fait, je n'ai pas de crédit. Monsieur Yattara est politicien, lui, il a un crédit à être pour ou contre. Moi, je n'en ai pas. Je suis un homme libre. Je peux aller partout où je veux. Encore une fois, ce n'est pas une histoire d'être contre. J'ai donné une opinion, mais cette opinion vous pose problème. Quand je dis quand je dis que le ministre aurait dû, vous-même, vous m'avez jugé, vous vous posez la question, je suis qui pour dire que le ministre aurait dû. Donc, vous auriez, excusez-moi, donc vous auriez le droit de dire que moi, Eliga, je suis qui pour dire que le ministre aurait dû. Donc, si on ne peut plus dire en République du Mali que M. Sidibé aurait dû, M. Yattara aurait dû, Soumano aurait dû aller organiser le baromètre à Bla. De quoi on parle? Il n'y a pas de méchanceté. Peut-être bientôt le baromètre. Il n'y a pas de méchanceté derrière. Quand on dit qu'une personnalité. On va essayer d'évoluer. M. Diarra, on apprend déjà que la fédération et les joueurs ont finalement fumé le calumet de la paix. Ça y est. La mésentente est levée finalement entre les aigles et la fédération. Vous savez, chaque fois qu'il y a un dénouement dans une situation, encore une fois, lorsqu'on est dans un processus de reconstruction, de consolidation, c'est quelque chose de bien en soi. Mais je pense qu'au-delà de cet état de fait, il faut toujours faire en sorte de ne pas récidiver, en fait, de ne plus retomber dans ça. Je pense qu'on a eu beaucoup moins de visibilité pour comprendre exactement qu'est-ce que les joueurs reprochaient à la fédération. Et finalement, qu'est-ce que la fédération a pu apporter? Oui. Exactement. Mais je pense que c'est toujours ces flous-là qui accompagnent des situations, mais vraiment que nous jugeons importantes dans nos secteurs, dans nos différents secteurs, qui posent problème. Je pense que le plus souvent, lorsqu'on critique les choses, il est extrêmement important de comprendre que ce n'est pas simplement lié au fait que nous sommes dans une transition, que ce sont les autorités qui en sont effectivement les coupables. Mais c'est une situation dans laquelle d'autres Maliens sont impliqués et chaque fois que les gens sont impliqués, ceux qui en ont la responsabilité de la situation, je pense, peuvent recevoir des critiques et cela est bien normal. Spécifiquement autour de cette situation-là, je l'ai aussi dit toujours sur ce plateau-là, que la fédération, j'ai comme l'impression que elle ne résout pas les problèmes de manière structurelle. Et je pense que ce jour-là aussi, j'avais eu quelques échanges avec Soumano. Et lorsque il me faisait comprendre que le ministre, pour notre participation à la CAN avait mis des ressources et tout ça à la disposition, ma réaction, elle reste toujours la même. C'est-à-dire que j'ai du mal à appréhender l'organisation structurelle du football malien par les autorités en charge du football, notamment la fédération et le département des sports. Spécifiquement pour cette situation que je salue toujours, je reviens toujours à critiquer cet aspect en fait de non-visibilité autour de cette situation-là. Plus spécifiquement, pourquoi ces joueurs-là? Parce qu'en réalité, quand une équipe fait comme ça dans son ensemble, moi je serais d'accord qu'il y ait une sanction, en toute sincérité. Parce qu'on ne peut pas se mettre dans un processus de prendre en otage un secteur dans son pays si on n'a pas de bonnes raisons. Pourquoi les joueurs aussi ne parviennent pas à nous donner ces raisons? Pourquoi la fédération non plus ne parvient pas à faire ça? Mais on préfère passer dessus. C'est bien d'aller de l'avant, mais il faut toujours consolider. C'est pourquoi on a trébuché. C'est le point que je voulais faire. Soumano, la brouille entre les aigles et la fédération est terminée sans qu'on sache réellement quelle en était la cause. Mais permettez-moi de tirer chapeau encore une fois, monsieur le ministre des Sports, et à la fédération. Diplomatie souterraine, ça existe déjà. Heureusement que ça existait avant qu'on ne la dise. Sauf qu'il faut être dans les secrets de Dieu. Non, pas secret de Dieu, c'était clair. Oui. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, tout le monde savait qu'il y avait une espèce de manipulation derrière. Il y a des informations, aujourd'hui, on l'a su. Parce que certains ont pensé qu'ils sont indispensables. Que sans eux, le football malien ne peut pas avancer. Et ont estimé qu'après nous, le déluge. Mais on va leur montrer, après eux, le bonheur. Ça, il faut que les gens comprennent. Donc, quelque part, c'est pour cela, quand on parle de crise, moi, je l'ai dit ce matin, c'était une incompréhension. Et d'ailleurs, je paraphrase le vice-président qui a bien expliqué. Vous savez, tous les cadres sont revenus. Le premier mis en cause aujourd'hui, il fait partie de la liste. Donc, ça veut dire qu'aucunement, le ministère ou la fédération n'a aucune espèce d'envie d'écarter qui que ce soit. Qu'est-ce que les joueurs reprochaient à la fédération, par exemple? Non. Là, aujourd'hui, vous demandez des choses. Chacun avait ses raisons. Parce que vous savez, quand il y a une manipulation, tout cela est parti de quoi? Il y a eu un entraîneur
qui s'est vu virer pour des raisons que les gens n'ont pas comprises. Ensuite, il y a des menaces. Il y a eu il y a eu, comment on appelle, des tweets, il y a eu des commentaires qui ont été mis sur les réseaux sociaux. Il y a eu une mise en garde. La fédération a joué son rôle. Il y a eu une mise en garde. Les gens ont insisté. Il y a eu une demande d'explication. Et après, il a refusé de venir. Donc les sanctions ont été prises. On a demandé, tant qu'il ne vient pas répondre, le capitaine il est suspendu. Mais les autres se sont sentis solidaires. Mais derrière, on a vu qu'il y avait des manipulations pour dire ne venez plus jamais. Il faut que maintenant l'entraîneur qui a été viré revienne. Mais le Mali n'appartient à personne. On peut faire tout. Il y a combien de personnes qui sont dans le cimetière? Mais le Mali continue. Donc, c'est ça qu'il fallait comprendre. Mais les gens ont pensé à un moment donné que sans eux, on n'allait pas sortir de cette crise. Donc, c'est le lieu pour dire que cette diplomatie dont on appelle de tous les vœux a toujours prévalu. Moi, je sais l'effort. Il y a eu le vice-président de la fédération qui a séjourné dans un pays pendant longtemps pour parler avec les parents des joueurs. Donc, il faudrait que les gens comprennent que tout le monde a souci du Mali. Mais il faut quand même qu'on voie le verre à moitié plein. Mais moi, je suis souvent irrité quand je vois les gens ne voir le verre qu'à moitié vide. C'est aussi leur droit. Hein? Oui, j'ai dit, moi je suis irrité. Okay, ça aussi, c'est mon droit. Oui, c'est votre droit aussi. Voilà. Allez-y, Debla. Soumano, c'est un futur dictateur. Quand il sera candidat, bah, je peux te poursuivre hein, parce que tu n'as aucun. Non, c'est une boutade. Heureusement que tu es retiré. C'est une boutade. Non, en fait, moi je suis content du dénouement. Je suis à la fois proche des joueurs, à la fois dans le staff. En réalité, ce qui s'est passé, avant déjà de parler de ça, il faut que, pour nos spectateurs, il faut que les gens comprennent. L'équipe nationale de rugby, de pétanque, de jeu d'échecs, de chasse de lapin, de chasse de canard, une fois que c'est l'équipe nationale du Mali, ou du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire, c'est la propriété privée exclusive de l'État. C'est exactement comme l'armée, c'est exactement comme la police nationale. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Étant donné que l'équipe nationale de football est la propriété de l'État, l'État, à travers le ministère des Sports, signe un contrat avec l'association qui est la Fédération malienne de football. La FIFA ne parle pas avec l'État malien. La FIFA ne s'adresse pas, la CAF ne s'adresse pas à l'État malien. Ce sont des associations reconnues par la CAF et la FIFA qui représentent les pays. Et donc, ils ont des prérogatives, mais c'est très limité. Dans le cas du Mali, dans le cas de la France, c'est open bar. Dans le cas du Sénégal, il y a une certaine indépendance. La Côte d'Ivoire, je ne sais pas encore. Et donc, quand on prend par exemple le stade du 26 mars, quand il y a un match et qu'il pleut et qu'on ne peut pas drainer l'eau, tout le monde regarde la fédération, c'est normal. Mais elle ne peut rien, elle n'est pas responsable. Quand on voyage mal pour aller en Afrique du Sud pour jouer contre Madagascar, tout le monde regarde la fédération, mais c'est normal. Mais ce n'est pas elle qui paye les billets, ce n'est pas elle qui affrète les avions. En fait, la FIFA donne 400 millions de dollars par an à la Fédération malienne de football, exactement comme au Brésil, à la France, aux États-Unis. La fédération présente des projets. Vous dites 400 millions de... Non, pardon, 4 millions de dollars, excusez-moi. Heureusement qu'il y en a qui savent convertir ici. 4 millions de dollars par an. C'est la même enveloppe pour toutes les fédérations. Maintenant, vous envoyez un projet, par exemple, vous voulez faire une formation pour les arbitres, ça fait 200 000 dollars, on vous le paye. Et après, il y a une audite, il faut justifier. J'ai déjà croisé une audite à la fédération. Et c'est comme ça. Et si la FIFA décaisse 1 million de dollars, l'argent est disponible sur un compte, et que l'équipe nationale doit quitter Kabbalah pour aller au stade du 26 mars, et qu'il manque 25 litres de carburant, et que la fédération malienne dépense, je ne sais pas, ça fait combien, 25 litres, peut-être 30, 40 000, même 1 centime, c'est considéré par la FIFA et la CAF comme un détournement de fonds. La fédération n'a pas le droit de mettre 1 centime dans l'équipe nationale du football de l'argent reçu par la FIFA, de la FIFA et de la CAF, parce que cet argent est destiné pour le championnat et pour d'autres choses. Non. Le championnat, la Coupe du Mali, c'est la propriété de la Fédé, mais l'équipe nationale, c'est la chose de l'État. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je pense qu'il faut donner plus de pouvoir aux fédérations dans notre pays. Par exemple, quand il y a un déplacement, c'est un monsieur qui vient de la fédération, disons du ministère, qui gère les questions logistiques, tout ça. En fait, ça prend un peu de temps parce que la fédération devrait être au quotidien pour s'occuper de ces choses-là. Et tout à l'heure, Soumano parlait du règlement du conflit entre les joueurs et la Fédé.
moi je pense que les joueurs n'ont pas totalement tort. Je pense que la fédération non plus n'est pas en tort. Il fallait avoir ce débat-là. Ce débat... Est-ce que le débat a eu finalement lieu? Non, ils ont eu plusieurs échanges. Oui. Ça a été des échanges qui n'ont pas été médiatisés. Okay. Il y a eu des appels téléphoniques, notamment il y avait Falaye Sako, il y avait Amari Traoré, il y avait Kiki Kouyaté, je crois qu'il y avait un défenseur là gaucher, j'ai oublié son nom. Voilà. Donc, en fait, il y a eu des échanges. Sauf que les joueurs ne peuvent pas aller s'adresser au ministre. Ils ne connaissent pas le ministre, ils ne connaissent pas le directeur de cabinet du ministre, ils ne connaissent personne, ils ne connaissent que la Fédé. Donc, il y a des choses que les joueurs vont exiger de la fédération qui ne sont pas dans les prérogatives de la Fédé. Okay. Mais c'est à la Fédé d'aller transmettre. Les joueurs parlent au sélectionneur et à la Fédé. Et à la Fédé de se démerder. Maintenant, ces échanges-là, cette accalmie-là a permis à la fédération de comprendre que si les joueurs se plaignent, par exemple, des primes, bah, c'est à la Fédé d'aller retransmettre au ministère pour dire, voilà, il y a des questions de primes. S'il parle des conditions de voyage, c'est... En réalité, c'est le ministère lui-même qui était mis en cause, en réalité. Tout ce qui est financier, c'est le ministère. Mais les questions d'organisation, par exemple, le casting du sélectionneur, le montage du staff, les organisations, c'est la Fédé. La Fédé a un rôle d'ambassadeur, un rôle de représentation. Abdallah, sur la question de cette réconciliation finalement. Hein? Bon, réconciliation, pas réconciliation, je crois que ce n'est pas à 100%. En fait, il y a une commission de sages qui a joué une médiation. Voilà, une commission de sages qui a joué une médiation. Et je crois qu'Amari profitera de sa convocation à l'équipe nationale pour s'expliquer devant le comité exécutif. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Donc, d'un côté comme de l'autre, on a trouvé des conciliables, mais il profitera de sa convocation à l'équipe nationale pour s'expliquer. La demande d'expérience n'est pas complètement rejetée. Il profitera de sa convocation pour s'expliquer devant le comité exécutif. Mais c'est pourquoi j'ai dit, chaque fois, j'ai parlé à un membre du comité exécutif de la Fédération malienne de football, il va falloir que à chaque regroupement, qu'on fasse un séminaire de 2-3 heures de temps pour réellement dire les prérogatives de la Fédé, du département du sport, comme il a dit. Souvent, il y a confusion. Souvent, les joueurs eux-mêmes ne savent pas quelle est la prérogative de la fédération. Souvent, on accuse la fédération à tort, alors que souvent, ce dont on accuse la fédération, c'est la prérogative du ministère des Sports, du département des Sports. Donc, c'est ce que j'ai dit. Il va falloir à chaque regroupement faire un séminaire de 2-3 heures de temps pour vraiment dire aux joueurs, voilà les prérogatives de la Fédé, voilà les prérogatives du département des Sports. Et je crois qu'à ce moment, on ne va pas se mêler les pinceaux. Ok, allez-y. Non, vous savez ce que je vais dire, même à écouter tout le monde, mon malaise existe toujours. On n'arrive même pas encore à dire exactement c'était quoi les problèmes. J'entends Soumano dire il y avait de la manipulation. J'entends effectivement Debla expliquer. Il a parlé de primes quand même. Exactement. Non, il a donné à titre illustratif. Voilà. Mais donc, il ne l'a pas spécifié comme étant spécifiquement ce problème-là lié à ça. Et je pense que le fonctionnement fédération et département, que nous en soyons encore à là et que des problèmes en découlent, dénote toujours qu'il y a un véritable malaise. C'est-à-dire que puis même là, quand ils interviennent, ils se disent être proches effectivement de la sphère pour pouvoir amener ces éléments-là. Non, moi je ne suis pas proche, j'y travaille. Exactement. Voilà. Et donc, c'est-à-dire que le fond de la chose est que pour une question d'une telle envergure et qu'on en arrive effectivement à ce qu'il y ait une posture d'une équipe nationale comme ça, on en a besoin d'en savoir plus pour que ça ne se reproduise plus. D'accord. En fait, vous savez, la crise là, comme je l'ai dit, c'était clair. Il y a eu plein de choses. Vous savez, dans le football, il y a un malaise. Tout cela est venu pourquoi? Parce qu'il faut noter que c'est une série de défaites qui a mené à ça. On n'a pas compris. Le Mali a été battu dans les mêmes conditions par le Ghana au Mali à la dernière minute. On est parti en Afrique du Sud contre le Madagascar, un match nul. Malgré qu'on était en... Donc, c'est un agacement. Aujourd'hui, les acteurs de football, parce que les supporters souffrent plus que les joueurs. Les gens, quand même, mettent leur argent pour aller supporter l'équipe. Malgré que, on sait que souvent, ça finit mal, mais les gens sont là. Donc, tout un espoir a été dépité. Et donc, aujourd'hui, quand les autorités décident de dire, bon, voilà, nous avions placé notre confiance à un entraîneur, à un technicien, et on estime qu'il faille maintenant mettre fin à ce contrat, tout est parti de là. C'est à ce moment qu'il y a eu des tweets, machin, etc. On a commencé à dénoncer. Je pense que le ministère a pris ses responsabilités. Parce que le ministre, quand il était sorti, il avait dit, par rapport aux conditions exécrables d'organisation du voyage des joueurs,
les têtes vont tomber. Et effectivement, des têtes sont tombées, pas les moindres. Le Sénégal est parti. Donc, ça veut Son dire... départ est lié à... Non, j'ai dit, les têtes sont tombées, j'ai dit dans la foulée. Le Sénégal est parti. Je n'ai pas dit c'est lié à ça, mais j'ai dit. Donc, on peut dire quelque part que si il y avait autre chose, peut-être qu'on ira. Maintenant, la question, c'est quoi? C'est qu'il y a certaines personnes qui estiment même que la fédération même doit quitter. Il y a ce débat aussi, qu'on estime que cette fédération qui est là, elle ne doit même pas exister. Donc, à ce moment-là, c'est quoi? Quand le ministre serait, peut-être, il y a quoi? Deux choses. Ouais. Quand on va s'immiscer... Mais Soumano, c'était quoi au plus clair le problème? En fait, les joueurs se plaignaient de quoi exactement? Non. Et qu'est-ce que, en fait, la fédération ou le département... Les conditions de voyage, c'était quoi? C'est qu'il y avait un vol qui avait été annoncé. Après, le vol qui allait faire un truc direct. On a changé, on les a mis dans un vol classique. Oui. Et ils sont arrivés à quelques heures avant le jeu. Donc, ils n'ont pas eu le temps de s'entraîner. Les joueurs se sont prévenus dans la foulée. Ils l'ont dit, mais ils n'ont pas dit que c'est ce qui est effectivement l'origine de la situation. Ils ont expliqué ça. Non, je veux dire, après, l'entraîneur a été limogé. Et quand l'entraîneur a été limogé, il y a eu beaucoup de sorties tendancieuses. Mais avant ça, il y avait des sorties tendancieuses où il y avait une mise en garde qui avait été faite. D'accord. Et donc, quand il y a eu récidive, c'est là où le premier mise en cause a été visé et on lui a adressé une demande d'explication. D'accord. Et par solidarité pour ce... Je finis sur demande 2 secondes. Par solidarité pour ce dernier, les gens ont dit, bon, tant que on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, on ne reviendra pas. Toute la crise est partie. On va sortir. Une tête est tombée à tort. Oui. Le Sénégal est parti à tort. La bonne dame chargée d'affréter l'avion, on sait qui elle est. Ça, c'est un autre problème. On sait qui elle est. On sait par quel canal elle a eu ce marché-là. Vous comprenez? Je ne rentre pas dans ces détails, mais il y a le coup, le Sénégal est parti à tort. Maintenant, on a dit une mauvaise gestion. Mais globalement, mais dans les détails, ils n'ont rien dit. Mais dans les négociations, quand les sages ont intervenu, effectivement, je peux citer deux revendications. Améliorer le football féminin, améliorer les conditions de travail. C'est tellement vague. En fait, ils n'avaient rien à dire. Oui. Non, mais les joueurs n'avaient absolument rien à dire. Attention. Ils étaient tout simplement manipulés. D'accord. Attention, Yatara, moi, moi je me désolidarise de dire qu'ils n'ont rien à dire. Voilà, je me désolidarise. En réalité, qu'est-ce qu'ils ont dit des blagues? Exactement, ce que Yatara a dit, ils l'ont dit. Oui. Ils ont parlé de leurs conditions, de l'organisation. Du football féminin. Oui, du football féminin, ils l'ont dit. Ils ont parlé aussi de eux-mêmes, leur propre traitement. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait plus de fluidité. Ils ont demandé ces choses-là. Maintenant, il a été promis que quand ils vont se retrouver à Bamako, ils vont continuer à échanger pour pas qu'on revienne à ce genre de choses-là. On n'aide pas notre téléspectateurs. Moi, je vais être sincère. En fait, on ne m'a pas autorisé. Moi, je sais toute la liste de ce qui a été dit. Oui. On ne m'a pas autorisé à les divulguer. C'est pour ça que je tourne autour du pot. Voilà, moi, j'étais du déplacement en Afrique du Sud. Moi, je suis arrivé au stade, au FNB Stadium. Le match, parce que moi, j'ai voyagé avec un décalage. On était dans le même avion, arrivé à Addis Abeba. Moi, j'ai dormi à l'aéroport. Et quand je suis arrivé au FNB Stadium, la première mi-temps, il restait 10 minutes. Je ne m'en plains pas. Voilà, je ne m'en plains pas. Ce sont des expériences. D'accord, on va à présent évoluer, comme annoncé depuis quelques jours. On assiste donc à une brouille entre le Mali et l'Algérie en cause. L'Algérie accuse Bamako d'exactions contre des civils dans la zone de Tezaouaten. Monsieur Diarra, réaction à cette sortie du diplomate algérien? Je pense que c'est véritablement regrettable en toute sincérité et c'est à mon avis bien inamical entre deux pays, on va dire à une amitié plus que séculaire et en plus deux pays à mon avis qui partagent les mêmes enjeux et les mêmes défis liés à une situation sécuritaire. Et voir véritablement un diplomate prendre une telle position, à mon avis, c'est quelque chose de diplomatiquement très incorrect. Et même en plus, lorsque on estime, même pas qu'on estime, qu'on affirme que ce sont des civils qui ont été tués,
quels sont les éléments d'analyse, les éléments de preuve pour pouvoir effectivement établir ça. Si ces éléments existent, ça veut dire que eux-mêmes, ils ont en fait plus d'informations, plus d'implications autour donc de ces victimes-là, ou peut-être de ces terroristes-là qui ont été mis à terre par l'armée malienne. Donc je pense que c'est véritable. Il dit qu'il a été informé par voie de presse. Non, c'est ce qui n'est même pas acceptable. Et dès qu'il le fait, c'est qu'il endosse la responsabilité. Et c'est pour cela que j'ai pleinement apprécié en fait la réaction du diplomate malien au niveau des Nations Unies. C'est quelque chose, en tout cas, son expression, pour ne pas faire plus de commentaires dessus, qui a été entendue pour tout le monde. Moi, je la partage entièrement. Mais ce que j'ajoute en plus, c'est que le diplomate algérien doit être même amené à nous dire plus. Parce que même pas apparemment, visiblement, le diplomate algérien, c'est beaucoup plus sur déjà les caractéristiques de ceux-là qui sont sur le sol malien et qui aujourd'hui continuent effectivement de faire du mal à la population et au peuple du Mali, même si par ailleurs, ils expriment que non, et le Mali, c'est vraiment leurs frères, ils font tout. Je pense simplement un mot que j'ai toujours dit ici, qu'il y a aussi une insuffisance de sincérité de la part de l'Algérie. Mais le point qu'il faut dire, c'est que les donnes géopolitiques qui aujourd'hui font intervenir, vous avez vu, que ce soit le Niger avec l'Algérie, que ce soit l'AES donc vis-à-vis de l'Algérie, et que ce soit du côté de la Libye, que ce soit ce qui arrive dans le Sahara occidental, cette histoire-là, toute cette géopolitique-là qui aujourd'hui, même si on voit le Nigeria avec le Niger, je pense que ce qui existait auparavant pour l'Algérie, qui lui donnait effectivement une certaine influence dans cette zone-là, est totalement maintenant à terre et l'Algérie gagnerait plus à être plus responsable pour stabiliser la situation parce qu'elle a un rôle à jouer et pour tout le monde. Et je pense que c'est à partir de là qu'on peut partir sur de nouvelles donnes. Ok. Toumano, on a vu l'Algérie accuser le Mali à la face du monde d'exactions contre des civils dans la zone de Tezawaten. Déjà, moi je condamne cette attitude parce que je pense que l'Algérie doit se dire que sa position est très scrutée dans la mesure où, à un moment donné, elle a été terre d'accueil des premières négociations, d'où le nom même d'accord d'Alger. Elle a joué un grand rôle par le passé, où à l'époque le Mali a été dans des difficultés. Ensuite, l'Algérie, vu nos rapports séculaires, vous savez, pour la guerre de l'indépendance, c'est pour un peu paraphraser le colonel Munkero qui disait que le Mali a beaucoup fait pour l'Algérie, ça c'est une réalité, on ne peut pas, les faits sont têtus. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, la posture adoptée par notre pays, moi je soutiens 100%. Pourquoi ? Parce que déjà, notons que notre ministre des Affaires étrangères a fait ses études en Algérie, donc il connaît la mentalité algérienne. Le ministre de l'administration territoriale, par ailleurs, ancien premier ministre par intérim, a fait ses études en Algérie. Ils comprennent la logique algérienne. Donc quand déjà il y a eu cette déclaration qui est faite, et tous deux étant des diplomates, et ayant fait leurs études en Algérie, connaissant la mentalité algérienne, et je sais qu'après analyse et discussion, ça, quand on arrive à tirer des conclusions que le comportement ou l'attitude adoptée par l'Algérie est inadmissible, moi je pense que difficilement ils vont se tromper. Parce que c'est quand même des diplomates chevronés. Mais qu'à cela ne tienne, l'Algérie doit savoir que aujourd'hui, le Mali d'aujourd'hui n'est pas le Mali d'il y a 3 ans, il y a 5 ans. C'est vrai que c'est une puissance, mais aussi l'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a une puissance aujourd'hui qui à la fois travaille avec l'Algérie en bonne intelligence, mais également travaille avec le Mali. Et donc, je me dis, à ce niveau-là, peut-être que cette diplomatie souterraine va intervenir pour éviter qu'on arrive à l'irréparable. Et moi, je sais que cela va arriver. Vous savez, je l'ai prédit la dernière fois, quand il y a eu d'abord des non-compréhensions entre les deux pays, j'ai dit non, ça n'ira pas loin. Je le disais en connaissance de cause parce que nous avons la chance d'avoir dans notre gouvernement, encore une fois, des personnes qui ont étudié en Algérie et qui comprennent notre mentalité. Et donc, ça, c'est un atout. C'est comme aujourd'hui, si le Mali a un différend avec un autre pays, par exemple, moi je vais dire, le cas où le Mali a des incompréhensions avec le Sénégal, étant pur produit du Sénégal, mais je peux donner des attitudes. Comme Bagué aussi, qui est pur produit du Sénégal, on va dire, nous, on a étudié là-bas, on connaît, on peut donner des techniques. Et donc, cela me rassure un peu pour dire que nous n'allons pas arriver à un bras de fer ou même à un affrontement. Et donc, je pense que ce qui va se faire, peut-être à la limite, le diplomate en question sera amené peut-être à présenter ses excuses, parce qu'en diplomatie également, ça existe.
débat, hein, quand vous sondez un peu l'opinion malienne, on se rend compte qu'il y a une bonne partie de Maliens quand même qui n'arrivent pas à comprendre, à cerner la position de l'Algérie par rapport à la crise malienne. Peut-être parce que nous, les analystes, on n'explique pas le fond des choses. Il faut l'expliquer. Il faut quand même revenir à Soumano l'a ébauché. Il faut quand même revenir à l'accord de paix l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Et j'étais sur ce plateau-là à l'époque quand on avait décrypté la demande de retrait de la MINUSMA. Okay. Et j'avais dit ici que la seule chose qu'il faut retenir, c'était que on va reprendre les armes au nord du Mali. Voilà, moi, je ne suis pas un devin, c'était du terre à terre. En réalité, il y a eu un processus pour en arriver là. C'est-à-dire que depuis 2015, avec la signature de l'accord d'Alger, l'Algérie avait un droit sur tout ce qui se passe au Mali, y compris le processus électoral, y compris la rupture institutionnelle. Par exemple, quand il y avait un coup d'État, l'accord d'Alger donnait le droit à l'Algérie de s'immiscer parce que la rupture constitutionnelle est considérée comme une entrave à l'application de l'accord d'Alger. C'est pour ça que, on va parler comme tous les Maliens parlent. Lors du premier coup d'État, l'Algérie a dit être inquiet de la suite du processus. Le deuxième coup d'État, l'Algérie s'est dit inquiète. Quand une délégation des groupes armés signataires de l'accord d'Alger a été invitée par l'association Arapagis, c'était en Italie. L'Algérie y était. Et quand il y a eu la détérioration, c'est-à-dire qu'il y a eu le départ de la MINUSMA qui a été demandé par le Mali, l'Algérie s'est inquiétée parce que tout le monde savait que la MINUSMA était l'arbitre militarisé de l'application de l'accord d'Alger. Donc quand on met l'arbitre dehors, il n'y a plus de match. Et s'il n'y a plus de match, le rôle prépondérant, l'Algérie avait le rôle le plus important dans le processus d'Alger et le processus d'application de l'accord d'Alger, à savoir le chef de file de la médiation. Et qu'est-ce que cette Algérie a fait ? Quand les groupes armés déclarent la zone de Gourma-Raous comme étant une zone de défense militaire, ce qui signifie que si l'armée malienne y pénètre, on les abat. Parce qu'ils ont un état-major, ils ont des chaînes de commandement dans le territoire malien. L'Algérie n'a pas bronché. Quand les groupes armés s'associent avec les djihadistes pour faire des attentats ou revendiquent des actes commis par des djihadistes et des terroristes, l'Algérie ne dit rien. Et d'ailleurs, quand le prémisse de la dénonciation de l'accord d'Alger, ça a été quand le gouvernement du Mali a adressé une lettre à l'Algérie, donc au ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, oui, pour dire que les djihadistes c'est-à-dire que les groupes signataires sont djihadistes la nuit, ils sont groupes signataires le jour. Vous n'avez pas bougé. L'ONU n'a pas bougé, la CEDEAO n'a pas bougé, l'Union africaine n'a pas bougé, l'Union européenne n'a pas bougé. D'accord. Et donc, le Mali l'a condamné. Et ça, l'Algérie a vu son précaré se limiter. C'est vraiment à son niveau le plus congru. Et maintenant, quand il y a eu l'attaque de Tinezawatine, l'attaque, ça a commencé comment Tinezawatine? Permettez-moi très rapidement, hein, oui. Voilà. Mais si on fait très rapidement... Monsieur le maire est pressé. Il me permettrait. Hein. Si on fait trop rapidement, nos spectateurs ne comprendront pas. Oui, sauf qu'on gère le temps aussi. Il y a eu une attaque d'une coalition de djihadistes et de groupes armés, donc les anciens signataires, sur notre armée malienne. L'Algérie n'a pas parlé. Et quand l'armée malienne a réagi, c'est là où l'Algérie s'est exprimée. Donc elle a dit, comme ça a été dit, qu'il y a eu des civils qui ont été tués. Et il s'appelle M. Amar Benjama. C'est le représentant permanent de l'Algérie au Conseil de sécurité des Nations Unies, oui, dont l'Algérie est membre non permanent pour l'année 2024-2025. Et donc il a dit que il demande à ce qu'il y ait des sanctions contre les auteurs. Et lui, les auteurs, pour lui, il y a Wagner au nord du Mali. Pour lui, c'est Wagner qui a amené les drones. Donc il demande à ce que Wagner soit sanctionné et il demande à ce que la seule force étrangère qui soit sur le territoire malien, ce soit les Nations Unies. L'Algérie n'a jamais apprécié ça. Il demande également qu'on n'assimile pas le CSP au groupe terroriste. Voilà. Et tout ça, qu'on donne un contenu clair au mot terrorisme. Parce qu'aujourd'hui, le Mali a la preuve palpable que le CSP et les terroristes, c'est la même chose. Parce que quand le Mali dit avoir attaqué une position des terroristes, le CSP se plaint.
Quand les terroristes font des actes terroristes contre le Mali, le CSP revendique. Donc, en fait, on est dans ça. D'accord. On va aussi te redonner la parole, Okay. mais Yatara déjà. Désolé, Yatara, le rôle, les spectateurs comprennent. Il y aura les enjeux. beaucoup de Maliens trouvent la posture, sinon le rôle de l'Algérie dans la crise malienne très ambigu. Hein? Est-ce que vous partagez cette perception? Aujourd'hui, oui. Hier, non, parce que je suis vraiment peiné aujourd'hui de voir une si belle relation se détériorer en si peu de temps. De novembre 2023 à aujourd'hui, pratiquement, c'est des embrouilles entre le Mali et l'Algérie. Et je crois que tout est parti d'abord du fait qu'après la défaite des mouvements armés à Kidal, l'Algérie a déroulé le tapis rouge à ces mouvements armés sans informer le Mali. Et double aussi de la réception de l'imam Dicko avec lequel Bamako aussi était en froid. Donc je crois que ces deux raisons combinées ont fait que Bamako a montré que vraiment c'est l'inamicalité de ces deux positions-là. Et aujourd'hui, on se trouve aussi du fait qu'après la bataille de Tizawaten, l'Algérie n'a rien dit par rapport à la défaite malienne. Mais par contre, quand le Mali a riposté, effectivement, l'Algérie a pris position. Mais quel élément palpable l'Algérie a pour dire qu'effectivement des civils ont été abattus? Elle n'a aucune preuve. Et je crois que des relations, a été informée par voie de presse, hein? des relations aussi séculaires comme ça, des relations qui ont résisté à beaucoup de choses. Vous savez, le Mali a été la base arrière du Front National de FLN. Et Yazid Bouteflika, paix à son âme, avait son QG à Gao. Il avait un surnom, voilà. Boutef le Malien. Voilà, exactement. Donc je crois que le fait que même que le Mali ait appuyé l'Algérie militairement par rapport à sa lutte de décolonisation contre l'armée française prouve à suffisance que le Mali aujourd'hui tient à l'Algérie. Mais aussi, l'Algérie l'a dit, le Mali n'est pas un pays voisin. Mais ça ne se prouve pas. Le Mali n'est pas un pays voisin, mais le Mali est un pays frère, le Mali est un pays ami. Mais en réalité, dans ces relations, ça ne se prouve pas aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de cadres maliens sont formés en Algérie, ont été formés en Algérie, continuent d'être formés en Algérie. Et je crois qu'il ne faut pas que... L'Algérie a été le parrain de l'accord de Tamanrasset. L'Algérie, en 1991, l'Algérie a été le parrain des accords de 2006 pour la paix et le développement quand Kidal et Kimiraka avaient été attaqués. Et l'Algérie, en 2015, aussi a été le parrain des accords de paix pour le processus d'Alger. Bon, je ne crois pas qu'à ce moment, on puisse trouver... il faut qu'on trouve vraiment la solution diplomatiquement, souterrainement, comme c'est le terme aujourd'hui sur le plateau, pour qu'on puisse vraiment trouver la solution. Sauf que la question a été ramenée devant les Nations Unies. Oui, mais il s'est attrapé. Ça, c'est le secrétaire, le permanent de l'Algérie au Conseil de sécurité. Mais vous savez que l'élection présidentielle en Algérie, c'est je crois le 15 ou le 16 septembre. Oui, le 7 septembre. On a vu une intervention de Tebboune qui... Voilà, exactement. Si qui elle est authentifiée. Qui prend à contre-pied ce qui a été dit au Conseil de sécurité. Ça veut dire qu'ils ont... C'est un jeu de rôle aussi. Peut-être qu'il a su maintenant qu'ils ont fait une erreur. Peut-être qu'il veut se rattraper lors de ces campagnes présidentielles aujourd'hui. Vivement que la paix quand même revienne dans ces deux pays-là. Diarra? Oui, je pense que ce qui est évident, et si nous voulons faire économie de tout ça, c'est que disons, depuis toute cette histoire-là, depuis Tamanrasset, jusqu'à ce que les Nations Unies, en fait, jusqu'à ce que l'aménagement parte, tout était quasiment centré autour effectivement d'une position algérienne appuyée par la France, les deux jouant des intérêts spécifiques pour le Mali qui ne sont pas forcément des intérêts du Mali. Et donc derrière, toute cette organisation était là. Mais je pense que le partenariat du Mali avec la Russie, avec une présence militaire véritablement au-delà effectivement de toutes les attentes, qui aujourd'hui a changé véritablement la donne. Ça, c'est un premier point géostratégique qui a véritablement, en tout cas, bousculé la position algérienne et qui fait que le Mali ne prend plus de décision auprès de l'Algérie. Et l'Algérie, en fait, ce n'est pas son mot qui passe en premier dans une situation concernant le Mali. Et ça, c'est déjà une première donne qui fait mal. La seconde donne qui fait mal, il y a brouille entre la France et le Mali. Il y a brouille également entre la France et l'Algérie et qui, antérieurement, les deux, effectivement, faisaient en fait une sorte d'amitié autour du Mali parce que chacun y trouvait un intérêt. Deuxième élément qui met mal, effectivement, la posture algérienne, qui met en mal la posture algérienne. Un troisième élément qui est là, c'est quand même quelque chose de clair, l'AES. L'AES, c'est quand vous la prenez en tant que zone tout autour, effectivement, de l'Algérie. C'est là où la Libye, effectivement,
a aussi un lien qui rentre dans ça, et vous voyez qu'il va aller même toucher à la CEDEAO avec le Nigeria et tout ça, ce sont des éléments que j'ai dit, et tout cela pèse aujourd'hui en fait dans les relations, parce que la présence militaire, avoir une force dissuasive ou une capacité dissuasive est toujours importante en tout point et dans tout pays. Quand tu as ça, tu es craint, au moins tu peux être écouté. La diplomatie, elle est mise en branle à partir de là. On est d'accord que cette diplomatie, elle va travailler, mais ce qui pèse dans ça, c'est que les donnes géopolitiques, et j'ai même pas encore parlé de la relation entre la Russie et l'Algérie, qui aujourd'hui, c'est vrai, la présence russe autour de tout ça, mais ce qui me rassure pour sortir de là, l'intervention du représentant malien aux Nations Unies fait comprendre clairement que nous ne voulons pas prendre parti en fait dans des crises qui ne nous concernent pas. Nous faisons focus sur notre situation sécuritaire et pour rien au monde nous n'allons lâcher ça, tout en restant ouverts à une diplomatie, parce qu'on est conscient qu'il faut que les gens travaillent ensemble, parce que cette situation sécuritaire, si on ne la maîtrise pas, chacun aura un problème. Oui, vous savez, il faut aussi comprendre un peu, l'Algérie est nostalgique, comme l'a dit mon cher ami, des moments où il maîtrisait, elle était au centre de tout, des décisions, voilà, donc rien ne se faisait. Et comme on le sait, la nature humaine, nul ne peut lâcher du lest. Donc quand tu lâches du lest, tu as tendance à te battre pour recouvrer cette prérogative. Donc dans cette logique-là, il faut qu'elle fasse croire qu'elle existe, qu'il y a des déclarations, que les regards soient tournés vers l'Algérie. Moi, je comprends. Et surtout, au même moment, on a senti un rapprochement, un renforcement davantage des rapports entre le Mali et le Maroc. Comme une fois, notre ministre des Affaires étrangères allait participer à des colloques. Et surtout... C'est une sorte de représailles? Bon, je ne dirais pas de représailles, mais j'ai dit... L'Algérie a tendance à penser que ces éléments qu'il pensait pouvoir être les siens lui échappent. D'accord. Donc, c'est pour cela que je dis qu'il faut comprendre. Mais moi, je sais, au regard, les rapports entre le Mali et l'Algérie, c'est des rapports qui sont très solides. Je pense qu'on va arriver à une attente. D'accord. Debla. Moi, je voulais quand même mettre un peu de bémol au propos de M. Diarra, même si on est tous Diarra. En réalité, il faut prendre les choses telles qu'elles sont, dans leur dimension propre. L'Algérie ne voit pas de Russie au Mali. L'Algérie voit Wagner. Et c'est ça son problème. Si la France est au Mali ou le Ghana est au Mali, l'Algérie n'a pas à dire son mot. L'Algérie pense que le Mali a invité le groupe paramilitaire russe pour venir l'aider. Et pour lui, il faut les mettre dehors et il faut les sanctionner. Il dit que ceux qui ont appuyé sur le bouton avec les drones n'ont de compte à rendre à aucun camp. Et donc, il ne parle pas de l'armée malienne. L'armée malienne peut bien poursuivre... Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Non, mais c'est clair. C'est la déclaration. Oui, mais qui ne parle pas de l'armée malienne. Il dit ceux qui ont appuyé sur ça ne répondent à... Pour nous, nos forces armées ont agi. Quand il dit ça... Mais pour eux... Oui, mais quand il dit ça, ça dit que ce soit nos partenaires, que ce soit les forces armées maliennes, ça dit que tout le monde est dans ça, sans qu'ils le visent. Non, mais M. Diarra, une armée rend des comptes. Des milices ne rendent pas de compte. On est d'accord. Donc, quand l'ambassadeur de l'Algérie, M. Ammar Benchama, dit que ceux qui ont appuyé sur le bouton à Tinezawatine, qui auraient tué des civils, n'ont de compte à rendre à aucun camp. Il ne peut pas s'agir de l'armée malienne. Il s'agit, selon eux, de Wagner. Et il reproche aussi que le Mali ait fait en sorte que la guerre entre la Russie et l'Ukraine s'importe chez nous à ses frontières. Vous savez que Tinezawatine a un pied en Algérie. Donc, en fait, il faut faire très attention. Et aussi, la Russie, dans le top 5 des plus grands clients de la Russie sur le continent africain, l'Algérie vient en deuxième position après l'Égypte. D'accord, allez-y, Yattara. Donc, croire que, en fait, la Russie ne pèse pas dans les relations entre le Mali et l'Algérie. D'accord. Voilà. Allez-y. En réalité, vous avez parlé du Maroc. En réalité, les relations maroco-maliennes n'intéressent en aucune manière l'Algérie tant que ça ne s'intéresse pas au Polisario. Et tant que ça ne s'intéresse pas à la gestion de la crise du Nord. Sinon, tant que ça ne touche pas ces deux points, ça n'a rien à voir. L'Algérie ne s'intéresse même pas aux relations maroco-maliennes. Aujourd'hui, l'Algérie même foule à pied ces trois principes cardinaux par rapport à ses relations avec le Mali. L'Algérie même reconnaît a dit que les trois principes cardinaux
sont en réalité le boussole de ses relations avec le Mali. C'est quoi en réalité? Le respect de l'unité nationale, de la souveraineté et de l'intégrité du Mali. 2, la voie pacifique pour la formation pour la gestion de la paix. Et 3 aussi, la réconciliation en exclusif. Vous comprenez? Mais en réalité, le comportement de l'Algérie est particulièrement aux antipodes de ces principes cardinaux-là aujourd'hui. Moi, je pense que l'Algérie aujourd'hui est en train de jouer double jeu. L'Algérie veut coûte que coûte revenir au centre parce que le Mali l'échappe aujourd'hui. Et c'est ça en réalité. C'est ça la réalité. Le fait que le Mali échappe aujourd'hui à l'Algérie, et c'est l'Algérie qui n'admet pas ça aujourd'hui. L'Algérie veut coûte que coûte revenir encore dans le jeu. Voilà, la question se pose à ce niveau. Le Mali échappe à l'Algérie, c'est sur ces mots qui prend fin donc ce numéro de votre émission Regard Croisé, qui recevait donc comme invité M. Baki Diarra, analyste politique, Abdallah Yattara, il est du parti Yéléman, Soumano et Malé, ça a été difficile, mais nous y sommes, on termine avec un coup de sourire déjà, c'est déjà bon. Merci à vous de nous avoir suivis à d'autres numéros. Merci.